Nous accueillons également M. Hubert Simès, expert à la WEX. Sous nos acclamations. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de nous honorer de votre présence ce matin. Vous allez donc avoir ce privilège redoutable, devrais-je dire, de répondre à un certain nombre de préoccupations en matière de coopération internationale et de financement. C'est un sujet récurrent qui alimente beaucoup de conversations, notamment dans le chef de celles et ceux qui ont cette ambition de pouvoir entreprendre, ou en tout cas investir ou s'investir dans un projet pérenne et durable. Nous allons ici ensemble avec vous, avec ce que vous allez nous présenter, réfléchir sur la manière la plus efficace justement de pouvoir, comment je veux dire, concrétiser certaines choses qui parfois ont du mal à s'articuler sur le terrain. Alors pour des raisons de timing, nous allons commencer par M. Simès, qui doit malheureusement nous quitter dans quelques instants, sa qualité d'expert auquel de la WEX. Cher monsieur, avez-vous une présentation à faire? Très bien. Vous avez 5 minutes. Vous préférez lire au plus vite? Ou ça ira? Non, on peut juste passer mes slides. Voilà. Donc, vous pouvez ce sera. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Vous passez une minute. Très bien. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre d'État, Excellences, Mesdames, Messieurs, dans vos titres et qualités respectives, bonjour. Donc, je vais rapidement vous présenter ce que peut faire la WEX avec ses partenariats pour aider à la réalisation donc, de projets, notamment en RDC, mais pas que. Donc, je vais passer certains slides rapidement, vu le temps imparti, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la réalisation des projets que nous envisageons. Donc ici, ces slides, je vais les passer rapidement. Je vais dire, ce slide-ci vous présente tout ce que nous pouvons faire, je vais dire, avec nos partenaires au niveau de la région wallonne et de la Belgique, pour soutenir le développement d'une entreprise depuis sa phase de recherche et innovation jusqu'à sa phase d'investissement dans un pays qu'elle cible, en passant évidemment par le financement de sa recherche et innovation, par le positionnement donc, sur des marchés qu'elle cible notamment la RDC, et puis ses premiers contrats d'exportation, et in fine, une installation dans le pays lorsque le flux d'affaires le demande. Au niveau de ce que nous faisons donc, au niveau de la cellule organisation et financement internationaux, je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Patrick Heinrich et à nous deux nous constituons donc, cette cellule au niveau de la WEX. Nous accompagnons les sociétés donc, dans la recherche de financement et la mise en œuvre du montage financier de leurs projets d'exportation. Nous sensibilisons également les sociétés donc, pour répondre à des appels d'offres lancés par les bailleurs de fonds multilatéraux, et puis nous positionnons des savoir-faire wallons par la contribution à des fonds dédiés auprès des institutions internationales. En ce qui concerne maintenant le financement de projets d'exportation, il y a des instruments qui existent, tant au niveau, je veux dire, régional que fédéral, mais il y a certains prérequis. Donc, pour bénéficier donc, de ces financements publics, il faut premièrement que la société, en ce qui me concerne, je représente donc, la WEX, l'Agence wallonne d'exportation et d'investissement étranger, que la société soit installée en Wallonie, qu'elle soit donc qu'elle ait exporté des biens de production et des services, qu'il y ait un return pour l'économie belge et wallonne, et que l'utilisateur final soit donc, une institution publique ou assimilée. Par assimilée, donc on entend une structure qui a reçu un mandat de l'État pour exercer une mission pour le compte de l'État. Au niveau donc, des supports disponibles pour certains pays, pour la RDC notamment, mais pas que, et en principe, prioritairement pour les RDC, il y a une possibilité donc, que la banque, dans un crédit commercial, puisse obtenir une stabilisation du taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on apporte un taux d'intérêt stable pendant toute la durée du crédit commercial, et on peut financer des opérations qui vont jusqu'à 100 millions d'euros. On peut aussi, je veux dire, financer des prêts d'État déliés, donc appel à la concurrence, et ces montants vont jusqu'à 8 millions d'euros. On fait aussi du don pour l'assistance technique, donc lorsque donc, une
une société belge a reçu un financement et qu'elle va, je vais dire, réaliser son projet, qu'elle a besoin de former le end-user pour le rendre totalement autonome dans l'utilisation du produit, eh bien, on peut donc financer cette assistance technique, 3% du contrat commercial et maximum 1 million d'euros. Et puis, deux produits qui fonctionnent très bien et pour lesquels nous avons déjà comptabilisé certaines réalisations pour la RDC, qui ont été mis en place il y a 3 ans. Donc, c'est les instruments PME, produits innovants et instruments PME, énergie renouvelable et économie circulaire. Ça correspond tout à fait au cadre et à la thématique de ce forum, qui est financement et développement durable. Nous sommes bien dans ce contexte. Pour les deux derniers instruments, donc, nous avons donc, un financement qui peut atteindre en montant au maximum d'1 million d'euros. À l'heure actuelle, nous comptabilisons déjà quelques projets, notamment donc, en matière d'équipement d'un hôpital dans la région de Cassailles centrale, donc production et mise sous blister de médicaments génériques, mais aussi donc torréfacteur de cacao solaire donc, pour le parc de la Fondia. Et nous avons aussi dans d'autres pays d'Afrique réalisé soutenu financièrement des projets, notamment au Tchad, par une structure donc, qui est proche de FEDER. Alors, nous invitons évidemment aussi, nous offrons aussi aux sociétés exportatrices un support spécifique pour accompagner la société qui n'a pas les ressources internes nécessaires dans la réalisation du projet, notamment avec les sites. Donc, ce support, nous l'avons appelé appel d'offres des projets internationaux. C'est vraiment bien du conteneur à disposition de la société, un expert qui a l'expérience à la fois du marché, des institutions internationales et qui va accompagner la société, non seulement dans une réponse à l'appel d'offres, mais aussi dans l'exécution du projet pour en faire un succès. Et puis, pour l'entreprise exportatrice, il existe également des chefs d'entreprise, notamment le chef consultance export qui permet à l'entreprise de mieux structurer sa stratégie à l'international. On accompagne évidemment aussi les sociétés dans l'obtention des contrats financés par la World Bank et la Banque africaine de développement et les autres opportunités latérales. Et puis nous faisons aussi donc, de la mise en relation entre entreprises wallonnes qui pourraient ensemble, je dirais, apporter une réponse à une problématique qui est posée par un projet. Et nous faisons aussi du réseautage direct et indirect et à nos conseils économiques. Nous avons aussi, j'en terminerai là-dessus, donc 2 accords, notamment concernant la RDC, 2 accords de collaboration, un avec Enabel pour apporter ensemble plus de visibilité aux sociétés du sud du pays, et un autre avec l'Urban Municipality et Development Fund, où nous sommes les 4 partenaires financiers du fonds, avec la Norvège, le Danemark et la Suisse, et là donc c'est pour maîtriser la croissance des villes en Europe. Avec mon collègue Patrick Edwige, nous sommes à votre disposition, voici nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous revenir par mail. Et nous ferons contact avec vous pour ensemble trouver une solution au projet qui serait à développer en RDC. Cher monsieur, merci. J'allais vous inviter à conclure. Je sais que le temps qui vous est imparti est terminé, mais vous avez surtout un agenda chargé. Vous allez donc devoir vous quitter. Mais vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. J'ai une petite question pour vous. Alors, vous avez évoqué effectivement tout à l'heure le profil type d'entreprise qui peuvent être éligibles, en fait, pour être en tout cas bénéficiaires de l'accompagnement de la OEX. À l'heure actuelle, aujourd'hui, avec ce qui a déjà été fait en République démocratique du Congo, quels sont les retours que vous avez? Est-ce que vous avez une stratégie d'évaluation des projets qui ont été concrétisés sur place ou mis en œuvre? Oui, tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, nous avons soutenu 5 projets sur les 3 dernières années en RDC, notamment un qui me tenait particulièrement à cœur. Vous l'avez vu, j'ai quelques difficultés de déplacement de soins même amputés. Nous avons soutenu un projet dans la région de Doma qui est un atelier de confection de prothèses panstilales pour les gens qui malheureusement sont en situation de handicap et d'amputation. Et donc effectivement, l'objectif du soutien de ces projets, c'est de prouver que la technologie qui est proposée par nos entreprises fonctionne sur le terrain. L'objectif est d'avoir une référence qui va ensuite être utilisée pour répliquer ces projets ailleurs sur le territoire. Et là, donc, les 5 succès, donc un notamment de ces projets, a permis de plus engranger une vingtaine de commandes, pas que pour la RDC, mais pour la RDC et les pays avoisinants, l'ensemble de ces projets étant financés par la BAD et la World pour leur mise en exécution. Dernière question, avez-vous des relations avec le Fonds de promotion de l'industrie en RDC, avec votre voisin de droite? Alors, moi directement non, malheureusement, mais mes collègues du desk géographique RDC
RDC, peut-être en mieux, par l'intermédiaire de la collaboration de monsieur. D'accord. Nous vous encourageons à vous rapprocher. Très bien, merci infiniment pour votre disponibilité. Monsieur le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, vous avez la parole. Ah, très bien. Salut. Merci, merci modérateur. Je m'appelle Honorable Martin Luchou. Je suis le DGA du Fonds de promotion de l'industrie. Le Fonds de promotion de l'industrie, c'est un établissement public qui accompagne les promoteurs qui désirent avoir de fonds pour investir dans l'industrialisation. Nous avons comme rôle de collecter la taxe et de cette taxe d'importation, taxe locale, de promotion de l'industrie, pour pouvoir réinvestir auprès de promoteurs qui désirent investir dans le secteur industriel. Et nous avons le prêt que nous donnons et les subventions. Et ces deux offres, si on vous accorde le crédit, il y a des préalables. Les préalables, notamment, comment garantir le prêt qu'on vous donne pour pouvoir investir. Si on vous donne la subvention, on est derrière vous pour savoir qu'est-ce que vous avez fait de cette subvention. Les anciennes pratiques qui ont malheureusement n'ont pas fonctionné, les politiques n'ont pas su rembourser assez d'argent. C'est ainsi avec la vision du chef de l'État, et central de sélection, et cette vision de transformer, de former des Congolais pour qu'ils deviennent des millionnaires. Voilà pourquoi il a pensé, il a plu son excellence de nous nommer pour destiner cette entreprise. Alors, Monsieur le directeur général, excusez-moi, je voulais vous faire une petite proposition pour pouvoir approfondir la discussion. Je voulais juste que nous puissions juste prendre entre parenthèses l'intervention, la petite contribution du directeur général de l'ADEC qui doit malheureusement nous quitter, et nous reviendrons vers vous pour poursuivre votre exposé. Merci pour votre compréhension. Je vous en prie, monsieur, puisque vous devez nous quitter malheureusement. Désolé pour ça, mais c'est un autre événement. On doit ouvrir à 11h30 et c'est un minute d'ici ou pas. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Désolé d'être interrompu comme ça. Bonjour à toutes et tous. Président du Sénat, ministre d'État, des différents échevins, ambassadeurs. Un vrai plaisir d'être là. Et pour moi, c'est une découverte. En fait, la première fois que je participe à cet événement. Et je suis heureux d'être ici parce que je souhaite en fait décloisonner le monde de la coopération. Donc, Enable est l'agence belge de développement, que vous connaissez sans doute, c'était s'appelait avant la coopération technique belge. On a été rebaptisé il y a 5 ans Enable, avec un nouveau mandat, un mandat élargi. On travaille pour la Belgique, mais également pour le compte de l'Union européenne. On travaille au Congo depuis de nombreuses années. Et on vient de renouveler un nouveau programme de coopération qui a été signé au mois de décembre pour un montant de 250 millions d'euros pour une période de 5 ans et qui est en phase de démarrage. Et pour moi, il est essentiel d'impliquer évidemment les acteurs de la diaspora et pas uniquement les acteurs, je dirais, conventionnels du monde de la coopération. Donc, je suis ravi de pouvoir être ici et malheureusement, je devrais vous quitter, mais je vous donnerai mes cartes de visite et n'hésitez pas à me contacter. Je me serai en contact avec mes équipes au Congo et nos différents partenaires. Alors, le nouveau programme de coopération au Congo va travailler à Kinshasa, au sud du Bangui, au Chopo, au sud Kivu, au Maniana,
au Katanga, Lualaba, Kasaï oriental et l'Omani. Sur 4 piliers. Premier pilier, c'est valoriser le potentiel de la jeunesse congolaise. Donc là, c'est tout ce qui est soutien à l'entrepreneuriat. On va également travailler sur les industries culturelles. On va faire la formation professionnelle. Je crois que c'est le deuxième débat aujourd'hui, mais on est très fort et on travaille beaucoup sur tout ce qui est formation professionnelle, en mettant en lien également avec les structures de formation professionnelle belges, notamment avec le Forum ici en Belgique ou le DDAB en Flandre. Le deuxième volet du pilier du nouveau programme de coopération, c'est tout ce qui est l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Donc il y a tout ce qui est éducation et santé, et également la mise en place d'un mécanisme de protection sociale. Donc on travaille avec des structures de santé, on va rénover des centres de santé, on va les équiper, on va faire la formation. Donc là-dessus aussi, si vous avez un intérêt sur le secteur de la santé, je peux également vous mettre en contact avec les différents intervenants. Troisième pilier, c'est tout ce qui est la lutte contre l'insécurité alimentaire et le développement de l'agriculture durable. Donc lien également ici avec le thème développement durable, soutien à des exploitations agricoles, structuration du secteur. Et là, je dirais qu'il y a un lien supplémentaire en plus du portefeuille belge. On a un gros programme financé par l'Union européenne qui s'appelle sur la protection des forêts et protection de la biodiversité dans le pays. Et le quatrième pilier, c'est plus un pilier de gouvernance qui va appuyer au plus haut niveau de l'État, avec le ministre des Finances, tout ce qui est la collecte d'impôts pour augmenter évidemment les revenus de l'État, pour que l'État puisse offrir des services de base. Donc voilà, ce sont les 4 piliers. Alors comment on travaille les deux? On travaille évidemment en coopération étroite avec le gouvernement. On a des partenariats au niveau central, mais également au niveau des différentes provinces. On travaille avec la société civile, on travaille avec les acteurs privés et on veut renforcer maintenant nos liens également avec la diaspora. Je le répète que j'étais content d'être là. C'était mentionné notre travail avec la WEX, nous travaillons avec Bio et je pense, je tiens à féliciter encore les organisateurs, mettre en synergie différents acteurs, c'est vraiment essentiel. Vraiment, je me rends compte dans mon métier. Je travaille d'abord dans le secteur privé, puis j'ai travaillé en ONG, puis maintenant pour la coopération belge. Et je me rends compte que les secteurs ne se parlent pas assez. Donc, investir dans ce temps pour faire des connexions est essentiel. Donc voilà. Je vais terminer ici parce que je dois partir. Alors, mais je suis ouvert aux questions. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça non plus. Question très concrète, très pratique. On a bien entendu vos domaines d'intervention, comment cela s'articule sur le terrain, mais vous savez, parfois c'est vu de très loin comme quelque chose d'inaccessible. Comment on fait pour pouvoir être éligible chez Elabel? Et puis surtout, quels sont les documents, les prérequis, tout ce qui me sera demandé pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement? Sous question, on est bien d'accord que Elabel ne finance pas directement, vous n'êtes pas une banque, uniquement une structure de coopération. Je vous en prie. Donc, effectivement, on n'est pas une banque, ce sera Carole qui pourra en parler mieux que moi. Si vous êtes une société civile, un acteur, une ASBL, là, on peut faire des accords de partenariat pour la mise en œuvre de nos projets. En général, ces acteurs sont déjà pré-identifiés dans nos phases d'identification de nos portefeuilles, mais c'est toujours possible, en cours de route, d'associer de nouveaux utilisateurs. Pour ça, donc, je vais mentionner les thèmes. Le mieux, c'est de me contacter. Je vous mets en contact directement avec notre équipe, nos représentants résidents à Kinshasa, ou même directement les experts techniques dans les thèmes concernés. Si vous êtes une entreprise, là, on n'a pas de mécanisme de financement direct d'une entreprise. Par contre, on fait des appels des marchés publics. Et donc, on lance au Congo, en fonction des différents secteurs. Si c'est par exemple la santé, on doit équiper des centres de santé, on va faire un marché public par rapport à l'équipement. Ces marchés publics sont publiés sur différents sites. Et là, de nouveau, si vous voulez avoir plus de connaissances sur ces marchés publics, je peux vous mettre en contact avec les personnes concernées. Et donc, voilà, c'est le moyen d'accéder à des financements. Si vous êtes un partenaire gouvernemental, d'accord. Le lien avec le gouvernement. Merci infiniment, M. Jean Van Weyck-Rappel, directeur général d'Elabel. Merci à vous, les événements. Merci. Monsieur Martin Ouidilou, directeur général adjoint de l'UFPI, merci pour votre patience, pour votre compréhension. Je vous
encore la parole. Merci beaucoup. Cette patience entraîne aussi que mes collaborateurs qui sont partis, je vais encore récupérer les minutes pour que les collaborateurs puissent expliquer ce qui est fait. Donc, nous avons ce rôle. Votre attention, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir prêter attention aux orateurs. Merci beaucoup. Merci. Allez. Nous avons ce rôle de capter ce fonds qui vient de la taxe. C'est bien important. La taxe de fonds de promotion, c'est tout ce qu'il y a comme importation. Deuxièmement, nous avons le rôle de lever les fonds auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir les investir. Et comment ça se fait? Nous donnons ce fonds auprès des promoteurs qui désirent ou qui viennent avec des projets industriels pour pouvoir être financés. Alors, il faut comprendre d'abord que FPI, comme nous sommes au mois de la banque, que c'est un établissement public qui a au moins 30% de femmes à son sein, soit 200 femmes qui y travaillent. Là, au moins, je crois que toutes les femmes qui sont à cette salle peuvent être contentes. Et de ces fonds, nous les donnons à qui il veut, mais qui apporte un bon projet qu'on doit analyser. Et après l'analyse, nos experts descendent sur le terrain pour regarder si réellement le projet peut être rentable après toutes ces études. On finance ce projet, soit en termes de millions, soit en termes. Mais l'argent que détient le FPI ne suffit pas. Le fonds collecté ne peut pas, d'une manière générale, entraîner l'éclosion, le développement, tout azimut, l'industrialisation de la RDC. Et c'est comme ça que nous venons auprès de la diaspora pour pouvoir chercher les fonds, lever les capitaux des fonds auprès de tous les coffres forts que vous avez et vous gardez ici pour que ça revienne au pays. Les besoins sont énormes. On vous a dit tout à l'heure ici, que la RDC, c'est un chantier en tout. Je peux prendre 2 fois 4 secteurs. Je prends le cas de fabrication d'emballage, le sac. Le pays n'en a pas et il perd chaque année 200 millions de dollars pour l'importation d'emballage. Donc, s'il y a des gens qui peuvent investir dans ce secteur, c'est très important d'amener ces industries. Dans le secteur textile, il n'y en a pas. On n'a pas d'industrie textile chez nous. Nous voulons appeler nos compatriotes, nos amis, avec qui nous étions, pour ne pas les citer, qu'ils viennent, puisqu'ils sont doués dans ce domaine, pour pouvoir investir chez nous. La RDC a besoin de 80 000 tonnes de sucre à consommer annuellement, mais on en produit moins de 20. Moins de 20 tonnes annuellement par une sucrerie qui est là, simplement. Le domaine énergétique, nous n'en parlons pas. Partout, nous n'avons pas d'électricité. Je crois que les spécialistes en énergie sont là, ils peuvent vous donner aussi les chiffres et les pourcentages. N'en parlons pas pour les termes, en termes de communication. Nous avons un déficit communicationnel. Nous avons la couverture qui environne entre 35 à 40%. Donc, la RDC n'est pas couverte partout par la communication. Nous appelons à tous les investisseurs, à vous qui détenez encore le fonds, qui dorment dans vos coffres et qui ne font rien. Nous vous appelons à
Afrique de venir investir en République démocratique du Congo. Alors, le fonds que nous levons, comment nous travaillons avec? Nous le donnons avec un taux préférentiel et avantageux pour les femmes et les startups à 4%. Et pour d'autres entrepreneurs ou promoteurs, nous le donnons à 6%. Donc c'est un taux préférentiel. Même vous les investisseurs, quand vous venez avec vos fonds chez nous, nous allons les prendre et étudier les projets qui sont bancables, les projets d'industrialisation, et nous pouvons les donner et les financer aux promoteurs désirant avoir ce projet pour les accompagner. Et vous savez, au bénéfice, si vous nous les donnez à 1%, à 1,5%, à 2%, je crois que la RDC, à travers ce ministère de l'Industrie, avec le FPI, il y a un bénéfice à tirer. Nous avons travaillé avec AZES, Agence des zones économiques spécialisées. Il y en a 6. Vous pouvez venir investir. Il y a une zone à Maluku, une zone à Kalabambouji, la zone à Loufou, etc. Nous vous appelons à venir avec vos projets d'industrialisation, puisque l'industrie ne tourne pas. En dehors de mining, qui se trouve dans certaines provinces, le reste, c'est un chantier. Il n'y a pas d'industrie au Congo, c'est qu'il faut vraiment dire. On nous en avait laissé 10 000 par les Nogo. Nous sommes au bas de l'échelle. Nous en avons que dire moins de 1000. De vraies industries, moins de 1000. Alors que le pays est immense, n'est pas à démontrer. Chaque province a besoin d'être industrialisée. Voilà pourquoi nous recourons à vous, les partenaires qui avez des fonds, de s'approcher de la RDC et ne fuyez pas les bruits de votes qui, parfois, il y a ceux qui prennent des risques quand nous faisons des cours de management, des cours de leadership. Il y a aussi des zones à risque dans lesquelles on investit et on gagne plus que ce qu'on passe. Je vais prendre un exemple. On était toujours en guerre, je crois en 2000 ou 2001. La société Celetel. C'était revenu, il a investi avec 500 000 $. Au bout d'une année, il a revendu l'entreprise à $1 milliard. Ce qu'il avait acheté, une année après, ils l'ont revendu à 5 milliards. Aujourd'hui, il est là, il continue de RTL. Donc, ne fouillez pas, parce que ce n'est pas toute la RDC qui est en guerre, mais c'est la partie de l'Est de la RDC qui est beaucoup plus contaminée par nos voisins, et particulièrement le Rwanda, qui nous agressent pour des raisons que vous connaissez, de venir prendre la main qui se trouve dans le sous-sol de la RDC. Monsieur le directeur général adjoint, ce que je vous propose, c'est que nous puissions, dans quelques minutes, donner l'opportunité au public de vous poser une question, parce que vous parliez de coffre-fort qui serait gardé, etc. Donc, si vous voulez qu'on puisse vous l'apporter, il faudra donner l'opportunité à ceux qui ont ce coffre-fort de vous en parler. Donc, je suggère que nous passions à madame, votre voisine, qui nous vient de Bio. Je rappelle, madame Carole Maman, directrice investissement. Et à l'issue de votre présentation, nous allons donner la parole au public. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les ministres, ambassadeurs, je suis honorée d'être là à cette conférence et pour vous présenter Bio. Donc, Bio est la société belge d'investissement pour les pays en développement. Nous sommes des investisseurs qui visent à contribuer au développement économique et social des pays à travers l'investissement auprès du secteur privé. Bio est actif sur les 3 continents, mais en Afrique, nous sommes représentés à Abidjan, à Nairobi, et nous sommes actifs en Afrique de l'Ouest, Est et en Afrique centrale, notamment en RDC.
Nos instruments d'intervention sont des prises de participation, sont de financement sous forme de dette ou de l'assistance technique pour nos clients déjà existants. Toutes nos interventions commencent autour de 1 à 2 millions d'euros et peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros. Au niveau assistance technique, on va contribuer auprès de nos clients à les aider à améliorer leur capacité de formation, l'aspect environnemental et social, les aider aussi à avoir des certifications. Donc, on couvre assez large domaine au niveau assistance technique. Les axes stratégiques de nos interventions sont d'une part et principalement l'inclusion financière. Par l'inclusion financière, j'entends l'accompagnement des micro, petits, moyens entrepreneurs dans nos pays d'intervention. En RDC en particulier, on a investi auprès du Fonds de promotion de la microfinance qui lui-même soutient les institutions de microfinance et soutient les banques qui financent les PME. On est aussi actionnaire de Bank of Africa RDC. En ayant à peu près 10%, on a été un des actionnaires créateurs de la banque. On est aussi actionnaire du fonds African River Fund qui finance les PME et qui est implanté aussi à Kinshasa. Donc on intervient à travers plusieurs vecteurs. On a été aussi à l'origine de Procrédit Congo qui est devenu depuis Equity Bank Congo. Donc on a eu plusieurs interventions dans le pays. On travaille également sur les aspects stratégiques de l'agriculture, avec le financement de projets agricoles ayant déjà une certaine taille et une certaine maturité, pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays, pour donner plus de capacité aussi à la transformation agricole ou à l'amélioration de la logistique des chaînes de valeur agricoles. On est aussi intervenant dans le secteur des infrastructures avec une priorité sur l'énergie et l'énergie renouvelable. On intervient également dans le secteur des télécoms. On a un autre axe stratégique, c'est le digital et finalement le soutien des services à la population de base. Voilà. Nous sommes engagés au Congo, nous sommes engagés aussi en Afrique, toujours disposés à regarder de nouveaux projets dans la mesure où ils cadrent dans notre stratégie d'investissement. Si vous présentez un projet auprès de Bio, la première chose qu'on va regarder, c'est dans quelle mesure il entre dans nos critères stratégiques. Dans quelle mesure il est soutenable au niveau financier, mais aussi soutenable au niveau environnemental et social, dans quelle mesure il a un véritable impact sur le développement économique de la région dans laquelle il est implanté et aussi du pays. Donc c'est notre grille de lecture pour l'ensemble des projets qui nous sont présentés. Bio, actuellement, c'est environ 140 projets investis avec près de 650 millions d'euros investis dans ces projets. Et nous continuons à regarder chaque année une vingtaine de projets en Afrique, en Amérique latine et en Asie, donc pas exclusivement au Congo, mais toujours avec un véritable intérêt pour la RDC, bien entendu. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, madame. Vous m'avez épargné ce travail douloureux qu'est de faire la police des débats. Vous n'avez pas du tout débordé, bien au contraire, ce qui me donne l'opportunité, donc ici, de vous accorder la parole, mesdames et messieurs du public. Nous allons donc engager le débat. Nous n'aurons que 15 minutes. Et je vous demanderai donc d'être le plus concis possible dans la formulation de vos questions et surtout de vous présenter, c'est le plus important, et bien évidemment, de désigner la personne à qui vous adressez la question. Alors, nous allons lancer les hostilités. Qui se jette? Je vois une main au fond. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Je suis un peu embêté là.
qu'ils viennent ici. Oui, bah écoutez, ça ne vous dérange pas de... Ah oui, d'accord. Apparemment, au niveau des chaises, vous avez, au niveau de l'accoudoir, vous avez, je pense, un système acoustique. Vous l'avez trouvé? Oui. C'est magnifique. Madame, vous avez la parole. Vous l'avez trouvé, madame? Non? Ça y est? Belle découverte, apparemment. Allez-y, madame. Sinon, je vous invite ici au pupitre. Hein, c'est vous qui voyez. Allez. Je me présente, je suis Madame Gélisso Manika. Je suis présidente d'une fondation grâce à ma mère Grave qui encadre les femmes. J'ai deux questions pour les deux intervenants. La première question s'adresse au monsieur de PGA de FPI. Nous avons commencé à suivre l'exposé, mais qu'on n'a pas fini. Mais plutôt, nous avons eu des éléments. Le DGA dit qu'il vient rechercher des coffres-forts qui sont logés ici en Belgique pour aller financer les RDC. Le FPI est un fonds pour la promotion de l'investissement ou de l'industrie, si je pense. Je pense que dans votre mission, aujourd'hui, nous, à la RDC, nous avons du potentiel, mais les éléments qui nous manquent, c'est l'accès au financement. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière claire quelles sont les conditions d'éligibilité pour bénéficier ou accéder à ce fonds que propose le FPI? Parce qu'aujourd'hui, vous posez le problème, par exemple, de l'emballage, nous inventons l'emballage, mais nous pouvons créer une industrie de production d'emballage. Pour le faire, nous pouvons nous former, nous pouvons être formés, mais nous avons besoin de fonds pour accompagner cette société. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour bénéficier de ces fonds? La deuxième question, je l'adresse à Madame Bio, parce que je connais effectivement dans l'actionnariat de Procrédit à l'époque et de POA. Aujourd'hui, nous avons une cible bien définie qui a besoin réellement de financement, mais à des conditions souples. Ici, je parle de la cible des femmes, généralement marginalisées dans l'inclusion financière, avec beaucoup de difficultés par rapport au contexte congolais aujourd'hui. Est-ce que s'il y a un projet de création, par exemple, d'une banque des femmes ou d'une microfinance exclusivement féminine, la bio peut accompagner en tant qu'actionnaire dans le sens où le projet de mise en œuvre est déjà en cours et que la demande de l'obtention de la créance se trouve déjà au niveau de la banque. Merci infiniment, madame. La parole est au panel. Monsieur le directeur général, vous avez été interpellé. Merci, madame. Je vous remercie pour votre question. Je l'ai déjà frôlé ou évoqué ici. La plus grande condition, c'est le fonds de contrepartie ou la garantie hypothécaire. Il y a comme condition, puisqu'on ne peut pas vous donner de l'argent comme ça sans pour autant savoir ce que ça va faire et qu'est-ce qui va vous motiver de rembourser cet argent. C'est l'argent du contribuable que nous vous donnons et nous espérons que ça va rendre. Pour cela, vous devez mettre quelque chose en gage, une garantie hypothécaire ou être assuré par une agence d'assurance qui vous prend en charge et on regarde votre projet que vous allez amener, on va l'analyser, on va l'étudier. Si on trouve que le projet est rentable, nous allons vous financer. Appuyez-vous en tant que femme. Je parlais tout à l'heure. Vous avez un taux préférentiel de 4% seulement à rembourser. Voilà. Donc, vraiment, c'est la condition, la plus grande condition. Le reste, c'est en interne d'étudier si c'est viable, si
si la zone où vous intervenez est favorable pour pouvoir porter ce projet-là. Eh bien, vous avez un financement. De manière claire. Merci infiniment. Madame, je vous en prie. Merci pour la question. Je crois que le développement de l'inclusion financière des femmes est une priorité également pour Bio. Vous savez aussi que la microfinance s'est bâtie autour de clients, plus que de clients, parce qu'elles ont démontré leur capacité à utiliser les fonds à bon escient et aussi à les rembourser, ce qui rend les institutions de microfinance pérennes et qui permettent de multiplier leur action. Donc on est heureux de regarder tout projet qui contient une telle composante. Voilà. Merci. Nous allons prendre encore 2 questions. Je vois une main ici, monsieur, oui, et madame. De l'autre côté, on commence par vous, monsieur. Allez-y, merci de vous présenter. Ça va aller? Ah, le micro est sans fil, donc il ne fonctionne pas. Alors, en attendant que vous vous organisiez, je vais donner la parole à madame. Vous êtes prête? Allez-y, madame. Oui, on vous entend. Allez-y. Alors, moi, j'ai une question pour madame de chez Bio, une question plus concrète, pratique. Tout à l'heure, le représentant d'AWACS a dit que pour tout ce qui était financement, il faisait tout ce qui était taux fixe au niveau de financement sur un certain nombre d'années. Est-ce que c'est la même chose par rapport à Bio? Est-ce que vous avez également des taux fixes au niveau des financements? Oui, ça dépend en fait de la demande. Certains clients préfèrent les taux fixes, d'autres des taux variables. On va regarder en fonction des besoins, de la structure du projet, de ce qui est devenu. Ok. Et tout ce qui est financement au niveau de tout ce qui est production, carburant, etc. Est-ce que ce sont des projets qui peuvent intéresser? Non, en revanche, on ne va pas regarder des projets qui ont une dimension d'énergie fossile. Ok. Merci, madame. Monsieur, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Allez-y. Ok, merci. Moi, c'est M. Bobby Gondina de l'association Private Business. Je travaille pour l'accompagnement des personnes de africaines. Alors, je voulais poser une question à 2 organisations qui s'occupent du secteur du financement et de l'investissement. Nous avons un problème en République du Congo qui concerne particulièrement les permis de conduire. Ça fait pratiquement depuis 2017 que ce programme a été suspendu pour pouvoir permettre au Congo d'avoir biométrique. Nous sommes parmi les 5 pays au monde actuellement qui n'ont pas de permis de conduire biométrique à l'instar des passeports biométriques. Ça pose beaucoup de problèmes aux compatriotes congolais pour pouvoir conduire des véhicules à travers le monde qui sont souvent l'objet de l'arrestation, de tracasseries dans d'autres pays sans respect de leur dignité. Est-ce que ces 2 organisations peuvent aider, se rapprocher, comme vous avez utilisé le terme sur le gouvernement, qu'elles peuvent se rapprocher, proposer, apporter leur financement pour l'accompagnement des financements du gouvernement? À qui s'adresse la question? Aux 2 panélistes. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher, par exemple, et proposer au gouvernement de pouvoir les accompagner à la production des permis de conduire et voir dans quelle mesure mettre le plus rapidement possible pour la population des permis de conduire? Merci infiniment. Monsieur le directeur général adjoint. Merci. Je vous dis que moi, je représente le ministère de l'Industrie ici. Ça concerne le ministère des Communications, des Transports plutôt, et voies et communications. Donc, je ne peux pas répondre à cette question qui concerne vraiment notre ministère que je ne représente. Merci. Madame. Ma réponse est assez similaire. Je n'ai pas entendu du tout cette activité-là. Rassurez-nous que vous avez votre permis, vous l'avez, vos permis respectifs. Oui, il n'est pas biométrique. Bien, monsieur, j'espère que vous trouverez réponse à votre question lorsque nous serons dans la question B2B. Je
Je vois une main tout au fond, la dame. Merci pour la patience, monsieur. Vous avez la parole. Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrick Sélémani, je suis courtier d'assurance en Belgique. J'ai une question pour monsieur de la FPI qui avait dit que vous faites appel aux fonds, aux gens qui sont dans la diaspora, vous faites appel à des fonds qu'on investisse au niveau de la FPI. Et j'aimerais bien savoir à ce niveau-là quelles sont les garanties si aujourd'hui les gens se décidaient ou qu'on apporte des investisseurs, des gens qui veulent bien sûr investir les capitaux au niveau de la FPI, quelles sont les garanties que vous Merci. Alors, je vais prendre une toute dernière question. Moi, je vais ici devant. Merci, monsieur. Vous avez le micro là, sous le couloir. Bonjour, je m'appelle Serge Boucher, je suis entrepreneur, directeur général d'une entreprise de commerce international. Je m'adresse à Mme Carotte de Dieu, l'exécutif actionnaire de la BOA. Je suis accompagné financièrement avec notre banque au niveau de Lubumbashi. Ma question se pose, c'est que je suis limité en garantie hypothécaire. Mon business représente presque 10% de la distribution de la paille de froment. Et dans tout le Grand Katanga, il n'y a pas une usine de production de la paille de blé. Ce qui fait qu'il y a un grand besoin au niveau de ces secteurs-là. Et notre projet, c'est de pouvoir mettre en place une industrie de transformation ou de production de la paille de blé. Ma question est celle-là, nous sommes limités en garantie hypothécaire parce que si pour monter une usine pareille, on parle de dizaines de millions d'euros. Quelles sont les garanties? Comment vous traitez ce problème par rapport aux garanties hypothécaires? C'est une question aussi qui est adressée au DG de la FPI. Quelqu'un qui a un tel projet, est-ce que vous pouvez accepter, par exemple, les lettres d'assurance pour couvrir ce genre de projet? Merci. Merci. La parole est au panel. Merci pour la parole. La garantie que le FPI offre, je veux savoir que c'est un établissement public. La première garantie que nous offrons, c'est cette taxe de promotion de l'industrie. La taxe peut rembourser ce fonds que vous allez mettre en distribution. Et deuxièmement, les industries, les promoteurs à qui nous allons donner cet argent-là, c'est une deuxième garantie que nous pouvons vous rassurer que cet argent rentrera chez vous et vous serez remboursé dans les délais et dans les normes requises, puisque d'abord cette taxe que nous recevons chaque mois couvre déjà, et puis les personnes à qui nous allons octroyer ces crédits, ils vont pouvoir rembourser. Il faut répondre. Je crois que vous avez été interpellé. Oui, vous avez été interpellé par M. également, et ensuite nous passerons la parole à Madame. Oui, pour l'information, il y a des entreprises à Lubumbashi à qui nous venons d'octroyer des crédits, 7 millions et 12 millions, qu'ils nous ont donné comme garantie. Les assurances auprès des assureurs. Ils nous ont donné ça, nous avons accepté. L'entreprise est assurée. Et c'est que nous conditionnons encore pour toutes ces entreprises-là qui doivent être assurées. Et il y a des assureurs qui ont accepté de les couvrir puisqu'ils n'ont pas de garantie hypothécaire. Nous acceptons les assurances. Merci. Oui, c'est un peu difficile de répondre sans connaître tous les paramètres du dossier, mais en soi, on est intéressé à soutenir toutes les industries de transformation agricole. Bien entendu, à partir d'un certain montant, on va regarder quel type de sécurité on peut prendre et dans quelle mesure elles sont exécutables. On ne sait pas comment, au niveau du Congo, sont exécutables les garanties qui seraient apportées par les assurances. Et on est évidemment intéressé à regarder les assurances. Oui, une question de l'honorable président du Sénat.
Voilà, maintenant, c'est bon. Parfait. Non, je ne voulais pas que je puisse libérer les panélistes sans que je puisse formuler une recommandation. Moi, je n'avais pas posé de questions. J'ai suivi les exposés du responsable d'AWEX, de l'ENADEL et de madame la représentante de Bio. Et je suis heureux de voir qu'elle est côte avec le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie. Ma recommandation est la suivante. L'industrie serait heureux de voir un rapprochement entre Bio et le FPI. Pourquoi? Parce que Bio finance le secteur privé. C'est pareil aussi pour le Fonds de promotion de l'industrie. Et lorsque j'ai regardé le portefeuille ou l'enveloppe de AWEX, tout comme celle de Enabel, Enabel parle de 250 millions de dollars. Bon, nous disons que c'est déjà quelque chose, mais nous, nos besoins sont énormes. D'ailleurs, nos besoins s'expriment en termes de milliards. Et je crois que le directeur général adjoint du FPI ne me comprendra pas. Je crois que si il jette un coup d'œil sur les demandes en souffrance, c'est en termes de milliards. Et donc, la recommandation, c'est de voir dans quelle mesure il peut y avoir un protocole de coopération, un protocole de financement entre Bio et le FPI. Je vais beaucoup plaider pour le FPI parce que c'est quand même un fonds structuré, un fonds garanti par une taxe, donc il y a un prélèvement, et donc ça peut déjà rassurer Bio au cas où Bio drainait des ressources vers le FPI. Et donc, en amont aussi, Bio peut également avoir un regard sur les projets qui sont présentés par FPI. Donc, je pense qu'il y a une passerelle possible entre les deux. C'est une recommandation que je formule et ce serait déjà un bon résultat pour la suite. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, honorable président du Sénat, pour cette recommandation que nous allons inscrire en lettres d'or, puisque le débat n'est pas terminé, il reste bien évidemment ouvert. L'occasion pour nous, évidemment, de remercier nos panélistes. Merci beaucoup, Madame Carole Mavan, directrice d'investissement à Bio, Monsieur Martin Ouidjoulou, le directeur général adjoint du FPI. Nous pouvons les acclamer, s'il vous plaît. Voilà, nous allons sans transition passer au panel suivant. La thématique, c'est bien évidemment, on va écouter la formation